De prévoir une antenne à Brazzaville, c'est le fameux centre de formation TREMAR. TREMAR, pour ceux qui font de l'anglais, moi j'ai un très mauvais anglais, ça veut dire Training in Maritime Field. Training, c'est formation. Maritime, c'est maritime. Le field, c'est le domaine. Je crois que je ne suis pas très loin de... Voilà, merci. Bon, donc, c'est un programme en fait qui est intégré, qui intègre un réseau international chapeauté par l'ACNUSED, donc à Genève, et le PNUD. Bon, les détails, je ne vous donne pas les détails, je vais laisser des aspects beaucoup plus techniques, mais la vocation de ce centre, que nous allons mettre en place après très bientôt, ça sera de donner la possibilité aux Congolais, de bénéficier, d'acquérir des connaissances, leur donnant la possibilité ou de leur acquérir des aptitudes pour exercer dans les différents métiers que j'ai énumérés. Donc il ne s'agit pas en fait, de regarder ces métiers pour évoluer au Conseil congolais des chercheurs. Le Conseil congolais des chercheurs, c'est une structure qui est toute petite, qui ne pourra pas employer tous les Congolais. Je pense qu'une quarantaine de Congolais, c'est déjà suffisant pour animer ces structures. Mais il faut regarder au-delà de cette institution, regarder tout l'environnement de transport de notre pays. Et les possibilités, tout à l'heure M. Ndala a parlé de la vocation de transit de notre pays. Je pense que si nous devons tous contribuer à la revalorisation de cette vocation de transit, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des besoins d'implanter des structures de transit sur l'ensemble du territoire national. Vous savez que notre pays n'est pas très grand, mais le transitaire peut être présent aujourd'hui à Ouessou, il peut être présent à Boko, il peut être présent à Oyo, il peut être présent à l'Ekiti. Vous savez qu'il y a un grand projet national également en ce qui concerne ce volet de notre pays. Bon, donc c'est pour vous dire que ces métiers, les jeunes peuvent y accéder et en se disant que s'ils ont les formations, s'ils acquièrent les formations ou les connaissances requises, eh bien, les possibilités d'installation, bon, c'est vrai qu'il faut, vous allez me parler de poser des problèmes de mesures d'accompagnement, ça c'est notre volet, mais au moins acquérir les connaissances, apprendre le métier, je dis qu'il est possible de le faire et éventuellement de pouvoir s'installer quelque part dans l'espace de notre pays. Bon, j'ai essayé d'être, j'ai peut-être été un peu très long, mais je crois que c'était une façon de donner à tout le monde ce tableau, de manière à ce que les gens, les uns et les autres, soient fixés. Monsieur le directeur général, de situer un peu les perspectives en termes de formation, surtout sur un secteur qui devrait être un secteur en plein boom, puisque le secteur des transports, la logistique, c'est l'avenir. Former des logisticiens, pardon, si j'écorche le mot, c'est très important qu'on ait des compétences dans ce secteur et il fallait bien situer ce problème et je pense que sur ce plan-là, monsieur le commissaire général, on aura la possibilité peut-être de donner la parole à certaines personnes qui veulent poser des questions concernant ce secteur du transport ou de la logistique. En fait, en relais de cela, c'est pour dire que le Conseil congolais des chargeurs animera tout à l'heure un atelier. Un atelier, c'est dans cette salle, mais ça c'est pour ceux qui pensent que ce secteur les intéresse finalement. Ils vont s'inscrire au secrétariat et ils seront dans cette salle-là
avec les professionnels du Conseil congolais des chargeurs pour réellement trouver des réponses, des orientations précises. Hein? Donc, les grandes préoccupations ici, pour ceux qui seront en atelier, hein, vous pourrez les développer là-bas. Et je pense que monsieur le DG vient de jeter la part, Alain. Oui. Il vient de jeter la part, il faut bien... Il faut en profiter, il faut voir de quelle manière on va continuer. D'abord, je voulais savoir si sur le plateau, ici, s'il y a d'autres réactions. Est-ce que sur ce que vient de dire monsieur le DG, parmi vous, il y a quelqu'un qui semblerait avoir trouvé aussi une réponse à une interrogation? Je pense à l'Institut Paradoxe. Concernant ce secteur. Concernant ce secteur des transports. Merci, monsieur le commissaire. Je crois que j'ai suivi avec attention l'intervention de monsieur le directeur. Je pense que c'est une première parce que lorsque Espace Créateur organise le salon, c'est difficile de voir des gens venir de Pointe-Noire et s'implanter ici. Et je crois que c'est l'occasion de féliciter ce conseil. Et je crois qu'il y a de l'intérêt des jeunes d'en tirer réellement profit. Mais l'Institut Paradoxe, je pense que c'est peut-être une réaction vive. Nous aurions voulu voir qu'est-ce qu'il y a d'Internet, d'informatique avec la marine marchande. Et pour nous, je crois que si cet établissement se positionne ici à Brazzaville, c'est une très bonne chose parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d'aller à Pointe-Noire, mais qui ne savent pas réellement qu'est-ce qu'il faut aller faire à Pointe-Noire. Si déjà à Brazzaville, il y a une structure qui peut les éclairer sur les métiers que l'on peut trouver en mer, je crois que ce serait une bonne chose. Et c'est que moi, je répliquerai en disant ceci. C'est plutôt de se poser la question de savoir quand est-ce que vous, formateurs, mettrez-vous à nous former normalement et correctement. Pour la deuxième intervention, j'interviens sur l'exposé de monsieur le directeur du Conseil des chargeurs. Donc, je dirais que vos exposés, tous, sont vraiment extraordinaires et très convaincants. Mais le problème, c'est que très souvent, c'est ce qu'on rencontre dans des salons. Des trucs comme ça, c'est ce qu'on rencontre, ce qu'on entend tous les jours. On veut nous faire comprendre que partout vous êtes vraiment extraordinaire, il faut qu'on vienne, il faut qu'on passe chercher peut-être de l'emploi. Et malheureusement, après ci, quand on vient à vos portes, toquer, frapper peut-être pour rechercher ce que vous venez de nous dire, très souvent la porte reste fermée. Donc, on trouve sur place une face qui est différente à celle que vous nous avez montrée ici au sein. Merci. Voilà deux cris de cœur. Avant de donner la parole au DG, on peut quand même penser qu'il ne parle pas de vous, hein. Il parle de tous ceux qui ont l'habitude de parler et de ne pas réaliser un type qui se fait au Congo. Hein? Le premier a eu lieu en juin, mais c'était sur l'Internet, l'informatique. Et ce deuxième salon, ça n'a jamais existé au Congo en termes de salon, tel que vous voyez. C'est un peu une invitation à être ensemble après le salon, si vous l'avez bien compris. Et surtout d'être à l'écoute des jeunes. C'est surtout ça. Ok, je vous donne la réponse, monsieur Mélancy, et puis après, le DG. Je veux reformuler la question de telle manière que la réponse que je donnerai soit en adéquation avec votre préoccupation. Si j'ai bien compris, vous avez posé la question de savoir, oui, vous avez une idée de projet, vous avez envie de vous former, mais quand est-ce que nos formateurs peuvent être à votre disposition et comment? Je crois que c'est bien cela. Est-ce que tout le monde a compris dans ce sens? Bien. Et aujourd'hui,
L'avantage que nous avons à ce salon, c'est qu'il détient l'information, détient le pouvoir. Il faut que nous le comprenions. Et je crois que l'avantage de ce salon, c'est de pouvoir être informé à tout moment comment les uns et les autres fonctionnent. Ça, c'est un premier point pour donner beaucoup plus de valeur à l'importance de l'information. Quant à la formation, nous avons une formation, ce qu'on appelle une formation qualifiante. C'est-à-dire une formation qui doit conduire à la production d'un emploi, que ce soit auto-emploi ou tout autre emploi. Donc une formation qualifiante. Et quand on dit une formation qualifiante, c'est-à-dire que nous n'acceptons que ceux qui ont une épine dans le pied. C'est-à-dire que si vous avez une épine dans le pied, vous allez chercher comment enlever cette épine. Donc, on ne cherche pas des gens qui viennent pour faire la formation de telle manière qu'à la fin, ils se retrouvent sans emploi. Non. Ça signifie qu'au départ, il a bien réfléchi, c'est pour cela que j'ai beaucoup insisté, qu'il faut qu'il y ait une vocation, qu'il y ait une idée, qui peut se traduire de cette manière. J'ai une activité agricole à mener, à mettre en œuvre, mais je n'ai pas la maîtrise de telle ou telle activité ou de telle action. Je m'adresse à Agricongo. À ce moment, on met en place pour toi un plan de formation qui essaie de répondre à ta préoccupation fondamentale de telle manière qu'à la sortie de cette formation, que tu sois en mesure de mettre en œuvre ce qui te préoccupe au départ. Alors, ça veut dire quoi? Pour être très concret à votre question, nous avons une formation permanente. Et je dis très bien que cette formation permanente, on la reçoit à deux niveaux. Et ce sont deux niveaux qui s'alternent. C'est-à-dire que la préoccupation principale étant le stagiaire, avec une finalité qu'à l'issue de cette formation, qu'il soit en mesure de pouvoir se prendre en charge, quel que soit l'environnement dans lequel il va se trouver, et qu'il soit chez ce bar. Donc on le met dans un environnement déjà professionnel, qui est constitué à la fois du formateur, qui représente la déontologie institutionnelle de notre organisme, et également le professionnel, celui qu'on appelle maître de stage ou maître exploitant. Pourquoi ce trio? Mais tout simplement parce que nous sommes arrivés à une conclusion très nette et très claire, que si vous cherchez les maçons à Brazzaville, que si vous cherchez les menuisiers à Brazzaville, que si vous cherchez les petits charpentiers, généralement, ces gens ne sont pas sortis des écoles. Ils ont été formés par ce qu'on appelle les maîtres artisans. Et c'est ainsi que donc dans notre domaine, nous avons mis en place ce trio qui intervient de façon partenariale. Le stagiaire, qui est le principal produit à la recherche, qui reçoit la formation sur sa demande, le formateur qui lui transfère le savoir-faire, je dis bien le savoir-faire et le savoir-être. C'est-à-dire le savoir-faire, c'est qu'on peut faire concrètement sur le plan pratique, et le savoir-être, comment ces jeunes peuvent s'intégrer dans son environnement, dans sa filière, dans sa profession. Parce que c'est tout un maillon. Et le formateur qui soutient le savoir de base, c'est-à-dire les connaissances de base, qui est généralement les savoirs techniques, les savoirs économiques, de telle manière que lorsqu'il aura à conduire son projet, à conduire son entreprise, qu'il soit dans la réalité concrète de ce qu'il attend de lui. Voilà donc comment nous faisons. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'une formation, la partie entretien sera très importante parce qu'elle peut durer 1 à 2 jours. Et associer tous ceux qui peuvent être autour de vous de telle manière que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, si nous vous prenons à Agricongo, que votre père, votre famille n'est pas au courant que vous suivez une formation,
on va immédiatement penser que vous êtes recruté, vous allez vous heurter à d'autres problèmes. Aujourd'hui, vous allez lancer une idée. Si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de mettre à votre disposition des ressources conséquentes pour pouvoir conduire votre idée de projet, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais pas si j'ai bien répondu aux jeunes, mais je reste à votre disposition pour mener les débats jusqu'au bout, de telle manière que je vous amène, que j'arrive à vous convaincre que la formation ne peut se décider que lorsque vous avez déjà des germes d'idées de projet. Monsieur Benanti, je voulais donner une information très importante. À 15h30, nous serons en direct de Radio Congo, puisque vous avez ici la présence instante qui est derrière, bien sûr, cet espace, où nous aurons là, en direct, des journalistes qui vont en quelque sorte couvrir ce débat, ce premier débat sur la formation professionnelle. Oui, ça a commencé hier. Hier, donc nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons 1 heure sur Radio Congo en direct pour que ceux qui sont à l'intérieur du pays aussi s'intéressent, se préoccupent, ou disons, aient des informations concernant ce que nous proposons à ce salon. Donc tout au long du salon, nous aurons à partir de demain 2 heures dans la journée jusqu'à la fin de ce salon. Tu as dû voir comme moi que la plupart des jeunes qui sont ici, il y a 3 catégories. Hein, je parle un peu aux encadreurs, partenaires qui sont ici. Vous avez des jeunes qui sont encore sur le banc de l'école, au lycée. Est-ce que les jeunes du lycée, soulèvent un peu la main là? Les lycéens, les collégiens, bon, les universités, les étudiants. Ah. Bon, donc nous avons beaucoup d'étudiants, quelques lycéens. Et je pense qu'il y a 2 discours possibles. Je pense qu'ils nous écoutent parfois et bien. Ça veut dire ceci. On vous passe le micro. Nous ici, nous ne pouvons pas savoir ce que vous voulez. N'est-ce pas? Pourquoi aller avec vous? Mais il y a le DG qui parle en entendant. Merci bien. Je voudrais... parce qu'il faudrait éviter qu'au sortir de ce salon, au niveau des jeunes, qui est comme des zones d'ombre. Tout à l'heure, en intervenant, je pense que j'ai expliqué la démarche qui était celle du Conseil congolais des chargeurs en tant qu'intervenant ou partenaire à ce salon des jeunes. Notre démarche, elle consiste en ceci. Mettre à la disposition des jeunes que vous êtes, quel que soit le niveau, la catégorie lycéens, étudiants et autres, des informations sur le secteur des transports, sur les métiers qui peuvent être exercés dans ce secteur, sur les possibilités d'acquisition de connaissances, de formation dans ce secteur. Il ne s'agit pas, et là j'insiste, il ne s'agit pas de dire aux jeunes, ce n'est pas des promesses d'emploi ou de recrutement qui sont faites, non. Je pense qu'à ce niveau, il faut que les uns et les autres, il faut que nous arrivions à nous comprendre. Notre mission, notre message, c'est de vous dire, voilà, si vous voulez vous tourner dans tel et tel secteur d'activité, voilà dans quel métier il est possible de vous orienter, d'exercer. Et pour y exercer de manière efficace, voilà les possibilités de formation qui peuvent exister au plan extérieur et au plan national. Ça, c'est très très important. Je voudrais insister parce que tout à l'heure, j'ai pu comprendre dans le deuxième volet du jeune qui est intervenu, comme si après le salon, on fermait la porte aux jeunes. La porte du Conseil congolais des chargeurs, elle est ouverte à tous les jeunes, quel que soit le niveau. Si vous voulez obtenir des informations, et peut-être d'ici 6 mois, je dis 6 mois, je prends cette marge, si vous voulez passer des stages, ça, c'est une possibilité qui vous est donnée. Mais je ne parle pas aucun engagement, je ne prends ici aucun engagement pour dire que les jeunes, demain après le salon, vous êtes recrutés. Non. C'est bien clair, mais sachez que ce n'est qu'un début et vous aurez prochainement, en 2001, un salon consacré réellement à des offres d'emploi. Ceux qui voudront bien avoir une opportunité, qui ont une qualification, auront là une offre d'emploi. Mais l'objet de ce salon, c'est d'abord l'information, trouver des opportunités dans le domaine ou dans des métiers, dans des secteurs, dans plusieurs secteurs. Et puis ensuite, après,
d'orienter sa carrière. Voilà un peu l'opportunité. Donc je vais laisser la parole à un jeune qui veut s'exprimer, intervenir. Je vais donc prendre 2 questions ou 3 et puis ensuite je vous redonne la parole. Allez-y, soyez assez succinct. Je m'appelle Gondian Luc, je suis étudiant à l'Institut Paradoxe. Tout à l'heure, j'étais en train de me morfondre quand je ne comprenais pas. Quand vous avez donné une précision, à voir la manière que vous êtes habillé, je comprends que vous êtes aussi les responsables de ce pays. Et quelque part, je profite donc dans cette occasion-là pour essayer un peu de vous poser une question. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous voulez entendre ce que les jeunes veulent vous dire. Voilà. Donc, en tant que responsable et le reste que vous avez mis, voilà ce que nous voulons vous dire. Vous nous donnez les informations sur la formation que nous pouvons chercher à avoir. Mais quelque part, si vous pouvez imaginer le nombre de personnes formées sans emploi, vous allez quand même avoir pitié sur le Congo. Et à côté de ça, si vous voyez un peu le nombre de VX que vous faites rentrer au Congo-Brazzaville, et les informations encore que vous venez nous donner, on se demande maintenant finalement qu'est-ce que ces papas-là veulent de leurs enfants. Et nous remarquons donc que vous les responsables, vous n'avez pas cet esprit d'entrepreneuriat, mais vous voulez nous faire rêver seulement par des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu de plus concret pour essayer de nous renaître cet espoir qui est en train de mourir? Je crois que... Merci. Bon, mais je pense que c'est une interpellation dans le sens général. C'est pour dire que les jeunes meurent d'espoir. Ils n'ont plus de, je dirais, de perspective. Je pense que le message est très très bien passé, puisqu'il y a eu beaucoup d'acclamations. Et ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Ce salon est aussi un moyen de détecter les vraies attentes des jeunes. Et nous devons le restituer aux responsables de notre pays qu'il faut très vite trouver des solutions. Et je pense que c'est un début de solution ce que nous faisons ici aujourd'hui. Je vais laisser la parole à une autre personne. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis Gervais Kolombouala, étudiant à l'IDER. Donc je suis à l'IDER, une formation d'apprenant. Et là je suis en 5e année et en année de stage. Bon, ma première préoccupation s'adresse au niveau du DG et du conseil des chargeurs, congolais des chargeurs. Je voudrais lui poser une question de savoir, comme il s'occupe du transport et des échanges internationaux, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il fait, ou ils ont prévu de concret pour les paysans de notre pays par exemple. Parce que là, il faudrait savoir que notre pays est enclavé. Il faudrait donc, disons, il y a beaucoup de marchandises qui pourrissent à l'intérieur de notre pays, dans les régions. Donc je voudrais savoir ce qu'ils ont prévu pour essayer de relancer, de dynamiser, disons, le secteur agricole congolais. Parce qu'il faudrait savoir que quelquefois les paysans ne produisent pas parce que ils n'arrivent pas d'abord à vendre ce qu'ils ont. Pourquoi leur demander encore de dépenser de l'énergie pour produire encore le peu qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les donner à l'école. Et en plus, au niveau de notre pays, nous devons en quelque sorte rien à l'extérieur, sauf peut-être le pétrole et le bois. Mais dans le secteur agricole, par exemple, si le conseil de chargeurs
préconise comment aider les paysans. Je pense que nous pouvons dynamiser l'agriculture congolaise parce que... Faire allusion, si vous voulez mener des actions de mécénat ou de secteur à développer, à part vos activités principales. Oui, que nos amis qui posent des questions, mais hier on l'a dit, nous avons emmené en face de vous des gens qui sont capables de vous aider. Aider, ça veut dire quoi? Vous montrer le chemin, le bon chemin. Et il est intéressant pour vous. Pensez à vous-même. Quand vous posez votre question, dites-vous, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire demain? Et pour le faire, parmi ces gens-là, qui peut m'aider pour choisir mon chemin? La préoccupation de ce jeune est fondée, elle est pertinente. La vocation, je pense qu'il faut ne pas se départir de la vocation du Conseil des chargeurs en tant qu'institution. Cette structure a été mise en place, elle a des attributions, des missions bien précises qui nous sont données conformément à une ordonnance qui a été signée par le président de la République, chef de l'État. Donc, dans le cadre de ces missions dévolues, assignées au Conseil des chargeurs, l'aspect mécénat n'existe pas. Le Conseil des chargeurs n'a pas vocation pour distribuer de l'argent, ce n'est pas ça notre vocation. Par contre, la vocation, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de mon propos, c'est d'assister toute personne physique ou morale qui veut faire de l'importation ou de l'exportation, quel que soit le maillon. Si l'opérateur est à Ouesso, je vais vous dire que dans le cadre du programme d'action qui a été proposé, soumis à l'appréciation du conseil d'administration, du premier conseil d'administration du conseil des chargeurs, il est prévu, dans le cadre d'implantation de cette structure au plan national, ce que nous appelons la mise en place d'une antenne au niveau de Ouesso. Donc, c'est vous donner déjà une idée que le conseil des chargeurs, en fait, n'est pas seulement appelé à ne rester qu'à Pointe-Noire. Nous sommes appelés à installer des antennes ici et là sur le territoire national. Donc, si le paysan qui est à Ouesso produit du cacao et que ce paysan est confronté à des problèmes de placement de son produit sur le marché international, à ce moment-là, le conseil des chargeurs est interpellé et est prêt à l'assister. Ça rentre dans le cadre de la vocation du conseil congolais des chargeurs. Dans le même cadre, je pense qu'il faut ranger, tout à l'heure j'ai parlé des entrepôts à construire, des ports secs. Toutes ces infrastructures, nous appelons des infrastructures, des équipements d'appui aux activités des chargeurs, intègrent cette démarche, intègrent cette vocation. Donc voilà un peu comment nous entendons intervenir en tant que conseil des chargeurs en ce qui concerne les paysans. Mais pas seulement les paysans, en ce qui concerne tout Congolais, tout opérateur qui est concerné par l'activité d'importation et d'exportation, quel que soit le lieu où cette personne se trouve au plan national. S'il est à Ouesso, s'il est à Kinkala, s'il est à Oyo, voilà comment nous sommes appelés à intervenir. S'il est confronté à un problème d'exportation, un problème d'acheminement, un problème de transport, le conseil des chargeurs est là pour le venir en aide, pour l'assister, quelles que soient les formes d'assistance. Voilà comment il faut prendre la question. Merci beaucoup. Alain, je pense qu'on va essayer d'écouter maintenant les autres professions parce que pour donner le temps au Conseil congolais des chargeurs effectivement de s'apprêter pour l'atelier un peu plus particulier pour les jeunes intéressés par les métiers des transports. Et nous rappelons à ceux qui viennent d'arriver que nous avons autour de nous la profession pharmaceutique, la pharmacie. Il y a beaucoup de choses à voir là. Et vous ne devez pas manquer de savoir quelles sont les opportunités ici. Nous ne sommes pas venus, nous n'avons pas d'emploi. Nous n'avons pas d'emploi à vous donner aujourd'hui. Mais nous essayons de vous mettre sur la voie. Vous avez vu au carrefour là, qu'il y a une direction que vous pouvez prendre. Et nous avons le ministre Babasana, qui est directeur, chercheur à l'université, qui a des propositions sur cette question de regard, sur la formation. L'Institut Paradoxe a parlé, mais il reviendra encore sur un exemple de start-up. Agri-Congo est là, on va continuer à voir qu'est-ce qu'on fait réellement et comment faire pour y aller. On a l'OCI, et là-bas c'est notre premier témoin, un jeune qui veut faire l'agriculture depuis, enfin qui veut devenir dieseliste et qui depuis tourne en rond, ne sait pas comment être dieseliste.
Hein, il y en a d'autres qui ont les mêmes problèmes. Nous reviendrons sur ça, Alain. C'est pourquoi je voudrais que les autres prennent patience. Nous allons essayer d'écouter les autres professions qui vont vous raconter leurs expériences, les opportunités qu'il y a dans leur secteur. Comme ça, après, nous aurons un grand débat, un grand échange. Et peut-être que là, vous aurez des préoccupations plus ciblées. Merci Alain. Je donne la parole à... D'accord. Et il se présente à chaque fois. Je donne au docteur Ombessa, certainement. Voilà, merci. Merci. Docteur Ombessa, je suis pharmacien. Je vais pouvoir donner aussi quelques indications relatives surtout en ce qui concerne la pharmacie. Vous savez que la pharmacie est divisée... Approchez le micro. Oui, la pharmacie est divisée en 3 options. Hein. Il y a l'option officine, c'est-à-dire que ceux qui vendent les médicaments qui ont des officines, des pharmacies. Il y a l'option industrielle, ceux qui fabriquent. Et il y a l'option biologie. À l'intérieur, il y a beaucoup de possibilités. Je vais pouvoir donner un exemple relatif à ce que venait de dire le DG. Au niveau de la pharmacie, nous avons des problèmes en ce qui concerne le transport des médicaments de la France au Congo. Voilà par exemple, disons, une possibilité où les jeunes Congolais pouvaient s'intéresser, n'est-ce pas, au transport des médicaments vers le Congo. Ça, c'est une opportunité aussi. Sans compter les spécialisations proprement dites. Mais là, je parle de la liaison qui existe entre, disons, les chargeurs du Congo et puis la pharmacie, par exemple, en tant que marchandise. C'est des questions que nous allons pouvoir évoquer au cours des ateliers probablement demain. Mais déjà, nous vous disons qu'à l'intérieur de la pharmacie, il y a beaucoup de possibilités. Si nous prenons le cas, par exemple, de l'officine, vous pouvez être vendeur en pharmacie, vous pouvez être préparateur en pharmacie. C'est pourquoi les pharmaciens se sont préoccupés de créer une école spécialisée dans ce domaine. Vous voyez, donc là aussi, il y a des possibilités. Mais cela ne veut pas dire qu'une fois que vous rentrez là-dedans, on vous abandonne. Non, on vous oriente quand même. C'est des questions que nous allons pouvoir aborder demain. Si vous prenez l'industrie dans le domaine de la fabrication, c'est vaste. Nous n'avons pas, par exemple, des techniciens, je vais vous dire, en contrôle de qualité du médicament. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on va tourner. Ben, écoutez, si aujourd'hui, il y a un laboratoire qui demande à ce qu'il y ait un technicien en semi de contrôle de qualité du médicament, il n'y en a pas. Vous voyez, par exemple, l'opportunité. Bon, je donne la parole à mon confrère pour ajouter. Pour ajouter. Si vous prenez la biologie, eh ben, il y a tout un tas de choses là-dedans. Et les possibilités, ce n'est pas ce qui manque. Merci. Je dirais plutôt, en complément de ce que mon frère vient d'annoncer, c'est que nous avons abordé l'aspect agriculture, agronomie, puisque nous sommes là avec Agri-Congo. Et dans le domaine pharmaceutique, à ce niveau, il y a beaucoup à faire, énormément de création d'emplois, de postes à pourvoir. Je dirais, l'industrie pharmaceutique du Congo n'a pas encore fonctionné. Et vous savez, notre pays est plein de plantes médicinales. On ne prend que la citronnelle que nous connaissons tous. Si aujourd'hui, nous pharmaciens, nous lançons à produire l'essence de citronnelle, mais nous manquerons beaucoup de citronnelle. Et il y a des jeunes qui peuvent se lancer là-dessus à cultiver et ça crée de l'emploi. Ce n'est qu'un exemple que j'ai pris. Nous avons un produit qui est déjà sur le marché comme Suki par exemple, que beaucoup connaissent, qui est fabriqué à base d'une association de 3 plantes. Vous voyez? Et c'est des plantes alimentaires qui sont produites chez nous. Malheureusement, la quantité par rapport à la demande est faible. Vous voyez? Il y a énormément de choses, puisque nous aurons un temps plus large à développer ces questions. Nous ne faisons que provoquer, si vous voulez, de stimuler les... M.
M. Alex de l'ACEP, qui est aussi un représentant du secteur pharmacie, puisque l'ACEP importe et puis est grossiste dans le secteur de la pharmacie, va essayer un peu de prendre des exemples ou de faire un témoignage concernant ce secteur de la pharmacie. Oui, nous sommes importateurs de médicaments, mais il est évident que s'il y avait une production locale de substances pharmaceutiques, nos coûts seraient de très loin réduits. Il y a des coûts d'approche, des coûts d'importation qui sont élevés, qui sont répertoriés sur l'ensemble de la population. Toute la population n'a pas les moyens de se payer les médicaments dont certains sont très chers. Donc, faire un effort dans la production, dans l'extraction, le raffinage et la commercialisation des produits d'ici, et faites-le, à mon avis, avant qu'un laboratoire pharmaceutique étranger vienne vous piquer vos substances d'ici et finisse par le fabriquer aux États-Unis, au Japon ou même en Europe. Vous avez le potentiel ici, vous avez la matière première ici. Concernant les substances végétales, en règle générale, les procédés d'extraction ne sont pas très compliquées, elles sont tout à fait abordables. Il y a sûrement ici des scientifiques qui savent parfaitement le faire. Il suffit de mettre un peu les moyens, de coordonner les lieux de production avec la distribution et satisfaire les besoins locaux et pourquoi pas plus tard exporter. Au lieu d'être un pays importateur, de venir de manière beaucoup plus équilibrée, sûrement un pays importateur concernant certaines molécules dont les coûts de recherche sont très élevés, mais il y a sûrement un grand nombre de domaines dans lesquels la fabrication pourrait se faire ici. Nous présentons donc ce secteur qui est un secteur stratégique parce que trouver des médicaments, ça veut dire qu'on veut se soigner, on veut mieux se porter. Et ces opportunités que vous définissez là sont assez évidentes en grande partie par les jeunes. Mais quelle est la porte d'entrée? Comment on fait? Quelles sont les aptitudes au départ? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour aujourd'hui se prétendre être biologiste, être cultivateur de la citronnelle? Il faut se rapprocher d'Agri-Congo et puis avoir un peu d'hectares et planter, avoir ces techniques pour le faire. Ça, c'est concernant les plantes, ou bien d'aller les découvrir en forêt. Mais quelle est l'approche pour que ces jeunes se disent, bon, je veux créer une entreprise dans ce secteur pour produire des produits pharmaceutiques? C'est peut-être ça aussi l'attente des jeunes par rapport aux perspectives que vous donnez. Alors là, je peux peut-être un peu difficilement vous répondre. Je suis là depuis 3 semaines seulement, donc je ne connais pas encore tout le terrain local, mais il est sûr qu'avoir une formation de botaniste, ne serait-ce que de botaniste, associé avec des biologistes, et s'adressant justement au secteur déjà pharmaceutique existant. Vous savez, il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques qui ont une dimension internationale aujourd'hui, qui ont commencé comme étant des officines, avec dans l'arrière-cour un petit laboratoire de fabrication. Vous connaissez Pierre Fabre ou Servier, qui sont des multinationales maintenant. Ils ont commencé comme étant de simples pharmaciens d'officine. Ensuite, ils ont fait une petite unité de fabrication qu'ils ont commercialisée dans les environs, chez les confrères, et ainsi de suite. Et la demande sera forte. C'est sûr que nous n'aurons personne sur le terrain. Voilà des possibilités là. C'est des possibilités pratiques. Donc au moment où nous sommes en train de parler, c'est pour justement essayer de donner aux jeunes des informations utiles afin qu'ils puissent avoir du travail. Dans la pharmacie, on va pouvoir regarder, lorsque nous aurons l'atelier, demain certainement, ceux qui s'intéressent à cette discipline vont s'inscrire, on donnera beaucoup de détails. Mais je vous assure, dans la pharmacie, il ne manque pas du boulot. Bientôt, nous allons avoir des problèmes sérieux parce que la demande va être forte et on ne saura pas à qui s'adresser, comme c'est les chercheurs. Le problème va se poser. D'ici là, le problème va se poser. Vous avez besoin aussi d'un soutien. Et je pense que là, les mots que vous écoutez, c'est bien ce que ce secteur exprime. Ça veut dire qu'il faut des moyens d'équipement, de locaux pour former ces jeunes, pour prétendre à des emplois dans ce secteur et éventuellement créer des petites unités comme l'exemple que vous venez de prendre, d'être en amont ou disons d'être peut-être dans cette intermédiation. S'il faut amener un produit vers
des pharmacies qui veulent faire des solutions pour des malades, et ainsi de suite, donner cette opportunité d'amener la matière première vers ces officines. Donc, des opportunités de trouver un emploi, des opportunités de création d'activités économiques avec, bien sûr, le concours d'Agri-Congo, parce que là, vous passez à une formation qualifiante pour vous exercer vers la production des plantes ou autre chose. Monsieur Babasana, en tant que chercheur, a peut-être une information complémentaire ou peut-être essayer de balayer un peu ce que nous venons d'aborder avant de continuer et de donner la parole à l'OCI, par la suite à l'Institut Paradoxe. Mais vous reviendrez bien sûr à des questions concernant les secteurs que nous sommes en train d'aborder tout au long de ce débat. Monsieur Babasana, ancien directeur de l'Institut supérieur des sciences économiques, juridiques, administratives et de gestion. Donc, je suis passé par cette responsabilité de formateur et à travers cette responsabilité, j'ai cerné les problèmes de la crise de notre système éducatif. Je suis encore passé au ministère en tant que ministre de l'Industrie, de la Pêche, de l'Artisanat et du Tourisme. J'ai cerné également les problèmes dus à notre système éducatif. En tant que chercheur, c'est la tâche à laquelle je me consacre actuellement. J'ai également fait le point et réfléchi sur la crise du système éducatif. À partir de ce constat, je peux dire, évoquer à peu près 4 points. Premièrement, il faut concevoir le système de formation comme étant un processus dynamique. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte à la fois des besoins du moment, mais également il faut anticiper sur le futur. Parce qu'il y a des mutations de la société, il y a des évolutions de la société et de l'économie, et à ce titre, il y a des nouveaux besoins qui surgissent en formation, et donc en travailleur, si vous voulez. Et c'est la première observation que je formule. Or, au niveau de notre système éducatif, on n'a pas effectivement anticipé. Et c'est bien que c'est un système qui présente 3 caractéristiques essentielles. D'abord, c'est un système qui est déséquilibré, désarticulé, parce que pendant longtemps, on a mis l'accent que sur la formation ou sur l'enseignement général. On a implanté des CG, lycées en milieu rural, alors que peut-être ce milieu aurait besoin beaucoup plus des techniciens pour le transformer, des travailleurs de l'agriculture pour pouvoir valoriser cette ressource. Et on a abouti avec ce modèle à la formation des jeunes diplômés qui, à la sortie, n'ont pas pu avoir d'emploi, et on parle de diplômés sans emploi. Moi, personnellement, je ne peux pas comprendre qu'un ingénieur agronome qui sort du système de formation puisse se déclarer diplômé sans emploi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même un médecin, même un infirmier. Mais parce que dans le modèle congolais, l'employeur, c'est l'État. Quelle que soit la profession que l'on fait, et l'État doit lui donner une place dans la fonction publique. Donc là, il y a crise du système. Deuxièmement, même là où il y a formation professionnelle par la suite, c'est-à-dire par la création des établissements d'enseignement technique, des établissements de formation professionnelle, l'élément qui sort
n'est pas en mesure de créer son propre emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mécanisme d'auto-création d'emploi. Et ça aussi, c'est une caractéristique du Congo par rapport au Congo démocratique, par rapport au Cameroun, par rapport même en Côte d'Ivoire, bref en Afrique de l'Ouest, où il y a des jeunes stagiaires, des jeunes étudiants qui sortent et qui sont capables de s'établir comme propres employeurs. Enfin, il y a une caractéristique également qui fait que notre système soit en crise. Il n'y a pas de lien entre la formation dans la société, c'est-à-dire ce qu'on peut apprendre auprès des patrons pêcheurs, auprès des patrons artisans, quelle que soit la profession, et la formation dans le système formel ou alors dans le système scolaire et universitaire. Pas de lien, c'est-à-dire qu'on ne forme pas dans ce système-là en tenant compte de l'expérience de terrain de la société, mais aussi en tenant compte des besoins de la société. Alors, à partir de ce moment, on a un système qui est désarticulé et qui aujourd'hui fait éclater au grand jour ses insatisfactions. C'est un phénomène de crise. Et il y a donc à repenser ce processus, ce système éducatif. Les questions qui ont été posées ici sont justifiées justement par la nature de cet enseignement. Et vous voyez, bon, ou un licencié en géographie, vous vous étonnez à ce qu'il puisse dire que bon, ben, je voudrais m'investir dans l'agriculture ou bien dans la mécanique. Mais vous voyez, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'effectivement, il n'a pas été orienté. C'est étonnant parce qu'il n'a pas été formé pour pouvoir s'établir, même s'il n'était pas recruté par l'État. Enfin, demain, je vais aborder un autre aspect, c'est-à-dire comment créer son propre emploi à partir des besoins de la société, à partir de la nomenclature des métiers, à partir des activités économiques et sociales, comment peut-on créer son propre emploi. C'est ce que je verrai demain. Bien indiqué que M. Babassana demain va intervenir dans un forum atelier. Et si vous êtes intéressé, vous vous inscrivez concernant comment créer son emploi. Donc c'est de l'auto-emploi. C'est une approche qu'il faudra découvrir pour ceux qui réellement veulent se prendre en charge. Donc après avoir situé un peu le problème que nous avons dans notre société, le problème de l'éducation, il y a inadéquation entre les besoins de la société et ce que les jeunes apprennent à l'école. Au sortir de là, c'est souvent des jeunes désarçonnés qui ne savent pas comment aborder ce parcours du combattant, vivre en société, découvrir qu'il faut aller chercher un emploi parce que l'État ne vous l'offre plus sur un plateau comme ça se faisait à l'époque. Et maintenant, comment faire pour y aller? Et c'est pour cette raison que nous sommes là ici pour en discuter. Je vais donc donner cette occasion. Par rapport à la caractéristique que tu viens de citer, il faut ajouter que le système de formation ou d'éducation en cours n'anticipe pas, il n'anticipe pas sur l'avenir. Voilà, il n'y a pas. Cela aujourd'hui, il y a des mutations qui se font, il y a des évolutions, mais on est là sans que l'enseignement puisse suivre ces évolutions, ces mutations. Oui, ce manque de prospective dans un secteur clé qui est le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais nous n'avons pas de compétences. Et nous souffrons déjà sur Internet, on peut compter du bout des doigts le nombre de sites congolais sur Internet. Parce qu'il n'y a pas de savoir-faire pour que les entreprises accèdent à ce nouveau média qui devient incontournable. On a parlé du Conseil congolais des chargeurs, mais pour faire de l'import, il faut qu'on sache que vous avez des produits à vendre. À ce moment-là, pour faire de l'export, pardon, il faut qu'on sache que vous avez des produits à vendre. Notre pays doit les faire connaître. Et le média qui se prédispose à faire cela actuellement, c'est Internet. Et il faut des sites, il faut des compétences pour que les jeunes
exercent et disent aux entreprises, voilà comment on réalise un site, vous voulez valoriser votre produit, voilà comment on le fait. Et ça aussi, c'est un manque criard puisque l'université n'a aucun département informatique et télécommunications. Donc c'est un problème à prendre en compte et nous sommes là pour en reparler, pour qu'on arrive à des solutions. Je pense que pour continuer sur cette lancée, on va donner la parole à l'OCI, qui est une structure d'État qui s'occupe de l'informatique au Congo, qui va essayer de nous présenter les possibilités de formation, d'opportunités dans le secteur de l'informatique. Merci. Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Zinga Matondopol. Je suis ingénieur informaticien au niveau de l'Office congolais d'informatique. D'entrée de jeu, je dirais d'abord ceci. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un peu ce que nous avons vécu en ce qui concerne le domaine informatique dans notre pays vers la fin des années 70. Parce qu'après avoir créé l'OCI en 72, effectivement, on avait constaté qu'on n'avait pratiquement pas d'informaticiens. Au niveau national, il n'y avait que 3 informaticiens, 3 programmeurs. Il n'y avait aucun analyste programmeur, aucun ingénieur et aucun agent qui pouvait faire la maintenance congolais. Sinon, les Congolais qui étaient là, c'était des simples, à l'époque on les appelait des perforateurs, qui sont aujourd'hui devenus des opérateurs de saisie. L'Office congolais d'informatique avait donc pensé qu'il fallait, étant donné qu'au niveau national, la structure gouvernementale qui s'occupait de l'orientation des jeunes n'avait peut-être pas prévu à l'époque au niveau de l'orientation l'envoi massif de beaucoup de cadres congolais qui devaient revenir pour être des informaticiens sur place. Donc l'OCI, en partenariat avec le gouvernement et les autres États, avait créé au début donc, des années 70 ce qu'on appelle aujourd'hui l'Institut africain d'informatique, qui a été la première structure qui a eu à mettre sur le marché de l'emploi beaucoup d'informaticiens. Et notamment au Congo aujourd'hui, la majorité des cadres qui sont à l'Office congolais d'informatique sont depuis produits de l'Institut africain d'informatique, dont moi-même qui vous parle. Donc, les premiers informaticiens sortis de l'IAI sont venus en 1974, ils étaient 2 et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Mais après cela, étant donné que l'IAI ne formait que des cadres moyens, l'OCI a pensé qu'il fallait avoir d'autres cadres moyens, notamment des pupitreurs et des techniciens d'exploitation, et aussi avoir beaucoup de cadres supérieurs, c'est-à-dire former des ingénieurs. Il a fallu donc à l'Office congolais d'informatique trouver sur place, notamment des jeunes qui sortaient donc du lycée avec le baccalauréat. Et ça a continué donc de pratiquement 75 jusqu'à la fin des années 80. Pratiquement chaque année, nous nous arrangeons au niveau de l'OCI à prendre 5 jeunes bacheliers en moyenne qu'on formait pour être des pupitreurs et des techniciens supérieurs d'exploitation. Et cela fait qu'on a pu, avec aussi la formation d'un certain nombre de jeunes, soit des ingénieurs plutôt des licenciés de l'université Marin-Wabi, surtout c'était à l'époque des licenciés scientifiques, et d'autres jeunes aussi qui étaient dans d'autres universités. On a essayé donc de continuer la formation en les envoyant à l'extérieur du pays pour qu'ils reviennent comme des ingénieurs chevronnés et aider l'OCI à faire à ce que l'informatique au niveau national puisse quand même essayer de se développer. Et pour ceux qui ont côtoyé l'Office congolais d'informatique, au début des années 80, comme il y avait carence d'informaticiens, nous étions obligés d'importer des ingénieurs qui sont venus du pays, du Congo voisin. Et entre 80 et je peux dire 90, l'OCI a eu à utiliser plus d'une vingtaine d'ingénieurs informaticiens, Zaïrois comme on les appelait à l'époque. Et après cela, à la fin des années 80, au niveau de l'OCI, on a pensé
qu'il fallait donc mettre en place une structure au niveau national qui devait tout faire pour essayer un peu de valoriser le métier de l'informatique. C'est là, effectivement, c'était avant la libéralisation de l'enseignement technique et professionnel au niveau et supérieur au niveau national. On avait créé donc en 88 ce qu'on appelait les centres de formation en recherche et en informatique appliquée. Bon, malheureusement, ce centre a fonctionné pendant 3 ou 4 ans. Maintenant, compte aussi du fait que nous-mêmes, Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Donc, pratiquement, le capital du matériel qu'on avait, le centre, ici là où est le KSP, pratiquement le matériel qu'on avait là-bas avait été volé, alors qu'on avait investi beaucoup d'argent, ce qui avait fait qu'il y a eu ce freinage. On a essayé donc, vers le début des années 95, on a essayé de relancer la formation. On avait pensé qu'il fallait pour un premier temps prendre des secrétaires, donc ceux qui avaient un bac, je crois G1 qu'on appelle ça, pour ceux qui font secrétariat, ou ceux qui avaient un BTS en secrétariat, de venir à l'OCI pour suivre une formation en bureautique. Parce qu'on a vu que même aujourd'hui, tous ceux qui font la formation en bureautique, ils font 2 ou 3 mois de bureautique, ils apprennent, c'est vrai, à manipuler l'ordinateur, mais ils ne sont pas des secrétaires bureautiques. Parce que pour être secrétaire bureautique, il faut d'abord être secrétaire et ensuite apprendre la bureautique. C'est pour ça qu'on avait pensé former donc des secrétaires pour que, au sortir de là, qu'ils soient des véritables secrétaires bureautiques prêts à être employés dans les différentes entreprises et administrations de la place. Surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'informatique est tellement impliquée dans le développement national qu'une structure, on le voit même dans la majorité des administrations aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de machines à dactylographie, il y a des ordinateurs, donc c'était plus intéressant pour la personne qui allait utiliser l'ordinateur, disons pour la secrétaire, d'avoir une très bonne formation en secrétariat et aussi une formation donc en informatique en tant que bureauticienne. Donc cela avait été fait et on a eu à signer un certain nombre de contrats avec des écoles qui sont sur place, notamment l'Institut de gestion d'entreprise, l'Université Marien-Ngouabi, l'Institut Paradoxe qui est là, et d'autres qui jusqu'à aujourd'hui continuent à nous envoyer des étudiants qui viennent apprendre à utiliser l'ordinateur. Bon. Et donc aujourd'hui au niveau de notre entreprise, nous nous sommes dit, étant donné que l'informatisation actuelle du pays est pratiquement inférieure à 10%. Nous nous sommes dit, c'est vrai que l'OCI en tant que leader de l'informatique sur le plan national ne peut pas tout faire. L'OCI aussi c'est une entreprise, donc nous ne faisons pas de la recherche en informatique et nous ne faisons pas aussi, en fait on ne peut pas continuer aussi à embaucher tous les jeunes informaticiens qui viennent. On a pensé au niveau de notre service formation et le service marketing, encadrer tous les jeunes qui ont fait de l'informatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois qu'hier on a dit, nous avons pratiquement, hier on a dit que nous sommes 160 agents de l'Office congolais d'informatique, c'est-à-dire ça va du directeur général au dernier planton, mais nous avons à Brazzaville et à Pointe-Noire pratiquement 150 ou 160 aussi stagiaires. Et ces stagiaires viennent de tous les horizons. Ce sont des stagiaires en gestion, des stagiaires en informatique proprement dite, c'est-à-dire des ingénieurs informaticiens, ceux qui ont eu à faire donc aussi la programmation, ceux qui ont eu à faire uniquement l'exploitation, c'est-à-dire des techniciens d'exploitation. Tous ces jeunes, nous essayons de les encadrer pour que demain, ces jeunes puissent soit travailler dans une autre structure ou bien que ces jeunes puissent se prendre en charge. C'est pour ça que je disais, nous sommes disposés à conseiller tous les jeunes qui le veulent, surtout pour les jeunes qui veulent effectivement se prendre en charge. Demain, pourquoi pas créer une petite structure d'informatique, pas seulement une structure de bureautique. Parce que beaucoup, effectivement, qui viennent, qui nous posent des questions, bien qui prennent des renseignements, pensent
qu'après avoir suivi une petite formation donc en bureautique chez nous, elles pouvaient devenir des véritables informaticiens. Nous avions dit non. Pour ceux qui veulent effectivement devenir des informaticiens, il y a des structures, donc des écoles qui sont sur place. Ils peuvent suivre une formation qualifiante, soit en tant que programmeur, analyste programmeur ou ingénieur en informatique. Je crois qu'il y a aussi au niveau international, notamment l'Institut africain d'informatique à Libreville. Et nous, au niveau de l'Office congolais d'informatique, à compter de l'année 2001, nous allons ouvrir une véritable filiale de formation d'ingénieurs informaticiens. On a eu à préparer le dossier que je crois a été transmis ou sera adopté par notre conseil d'administration. Ensuite, on le proposera à l'université Marien Ngouabi pour qu'ensemble, pourquoi pas aussi, comme on l'a dit depuis hier, à l'ONEMO, pour qu'ensemble nous puissions créer, la structure va exister à compter de l'année prochaine, nous puissions créer donc une véritable structure qui pourra former beaucoup d'informaticiens sur le plan national. Certains pays, notamment de la sous-région, l'ont déjà commencé, notamment au Cameroun et en République démocratique du Congo. Donc nous pensons créer aussi une structure qui, à la fin, va mettre directement des jeunes qui pourront soit se prendre en charge ou bien être utilisés dans certaines structures. Nous pensons aussi commencer, peut-être avant même la fin de ce mois, une formation des techniciens de maintenance. Les maintenanciers, je crois qu'on en aura besoin dans les années à venir sur le plan national, parce qu'on a eu à importer beaucoup d'ordinateurs, surtout depuis ne fût-ce que la fin de la guerre, même avant. Et ces ordinateurs, la majorité, c'est comme les véhicules, tombent en panne. Mais être technicien de maintenance, on pense donc que ça doit être des jeunes. Avec l'évolution de l'informatique aujourd'hui, ça ne sert pas que ce soit seulement des jeunes qui ont d'abord appris de l'électronique, c'est-à-dire depuis le lycée. Mais on peut avoir une formation généraliste avec même un bac C ou un bac D et devenir un véritable technicien de maintenance. Donc cette formation, on la commencera avant la fin de ce mois pour que ces jeunes puissent demain créer des petites structures comme tous ceux qui dépannent les télés, les radios un peu dans les quartiers. Et je crois que c'est un peu notre contribution en ce qui concerne effectivement la jeunesse. Mais je pourrais aussi dire aux jeunes, pour terminer, qu'avec Internet, il y a effectivement beaucoup de métiers. Vous savez que, comme on l'a dit, la majorité des administrations et la majorité d'entreprises aujourd'hui sur le plan national n'ont pratiquement pas encore l'Internet. Nous sommes en train effectivement, avec d'autres concurrents de la place, en train d'installer et d'aider ceux qui veulent effectivement avoir cet outil dans leurs administrations et leurs entreprises à commencer à les utiliser. Donc, beaucoup de jeunes aussi peuvent créer des entreprises. D'abord, venir suivre cette formation chez nous, ou pourquoi pas ailleurs, parce que c'est une formation que nous allons lancer dès l'an 2001. Une véritable formation pour être un véritable opérateur d'Internet. Donc, suivre la formation et faire de son mieux pour avoir de la clientèle qui irait effectivement de petits commerçants du coin, pourquoi pas aux grandes administrations de la place. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne notre expérience. Donc vous avez eu là une idée sommaire de ce que l'OCI peut proposer concernant les formations informatiques, mais il faut bien situer que le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui est le secteur où l'OCI essaie de, disons, applique ou fait des prestations de services, est devenu un secteur transversal, c'est-à-dire que n'importe quelle activité, que ce soit la pharmacie, si on veut gérer une officine par exemple, on a besoin de gérer un stock, d'envoyer des commandes à l'étranger pour qu'on reçoive des produits, on a besoin de l'outil informatique pour automatiser ces tâches répétitives pour essayer d'être un peu plus compétitif et puis avoir un stock à jour parce que ça coûte de l'argent de stocker de la marchandise. Vous avez aussi au niveau du Conseil congolais des chargeurs des secteurs qui, sans outils informatiques, ne peuvent pas aujourd'hui exercer quoi que ce soit. L'agriculture,
est aussi concerné. Et ça, donc tout cela va concerner une activité qu'on appelle en informatique l'informatique opérationnelle. Il faut des compétences pour pouvoir gérer ce qu'on appelle des flux d'informations. Comment les gérer en temps réel et peut-être les gérer peut-être un jour après. Mais ça nécessite des compétences, des gens pour le faire. Donc l'OCI est une structure qui est une structure d'État, il faut bien le préciser, qui vous donne cette possibilité d'aller les voir et de voir de quelle manière vous pouvez vous frayer un chemin dans ce secteur stratégique pour l'avenir, pour être des informaticiens ou même venir d'un métier autre que l'informatique pour utiliser l'informatique comme un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on peut avoir fait des études de médecine et devenir un spécialiste de l'informatique parce que vous avez besoin de faire des analyses dans un laboratoire, mais vous avez besoin d'un outil informatique. Donc il y a plusieurs métiers qui maintenant utilisent l'informatique pour améliorer leurs compétences. Et avant de continuer et de donner la parole à Paradox pour nous situer un peu ce qu'on appelle une start-up, et donc comment créer une start-up. Une start-up n'est que l'exemple d'une entreprise qui démarre, je dirais, dans un secteur des nouvelles technologies, et comment cet exemple va nous être présenté par M. Samba. Et par la suite, nous allons vous donner l'occasion de poser des questions, mais en faisant une petite pause, parce que nous aurons bientôt la radio en direct, et puis permettre à ceux qui sont inscrits d'accéder à la salle où va se dérouler le forum atelier. Voilà. Donc, M. Samba, vous avez la parole pour essayer de montrer, disons, d'expliquer cet exemple de start-up. Merci, monsieur Alain. J'aimerais d'abord, d'entrée de jeu, présenter simplement l'Institut Paradox. L'Institut Paradox est créé en 1996. Une année après, il y a eu la guerre du 5 juin. Donc, l'Institut a été balayé par la guerre. Et en 1998, nous avons refait surface. Aujourd'hui, nous comptons 575 étudiants qui sont répartis dans des filières que je veux citer. Au préalable, nous avons le secteur de l'informatique, nous avons le secteur de la gestion et des langues. Pourquoi le secteur de l'informatique? C'est simplement parce que l'informatique, aujourd'hui, occupe une place de choix dans le domaine de l'information ou dans tous les domaines de la connaissance. Pourquoi la gestion? C'est parce que tout homme aujourd'hui est appelé à maîtriser les techniques même élémentaires de la gestion. Et pourquoi les langues? Parce que nous avons la vision de la mondialisation et que le monde veut devenir un, mais il faut qu'il y ait aussi une langue. Et la langue de la mondialisation actuellement, c'est l'anglais. C'est ainsi que l'Institut Paradox organise des formations en anglais. Les filières que nous avons sont les suivants: réseau et télécommunications. Pourquoi réseau et télécommunications? Parce que nous avons constaté qu'il y a un vide créa au niveau de l'université Mariam-Wabi. Ils n'ont pas de département d'informatique ni de télécom. Donc nous avons pensé qu'il y avait des jeunes qui étaient certainement qualifiés, qui avaient des diplômes, mais qui ne voulaient pas suivre certaines filières qui sont à l'université et qui se sont détournés de l'université pour suivre des formations dans d'autres centres. Ainsi que nous leur avons proposé ce secteur, cette filière, réseau et télécommunications. Nous faisons aussi la maintenance des ordinateurs, l'analyse et la programmation, le marketing et la force de vente, la comptabilité et la gestion d'entreprise, l'Internet et l'e-business. Nous avons eu quand même un écho favorable au niveau des entreprises parce que nous avons eu à former le CICR, la BIDC, la SNDE, le ministère de l'économie forestière, la gendarmerie nationale, Libertis Télécom et actuellement nous formons la FAO en informatique.
Nous allons parler maintenant du sujet du jour, c'est-à-dire que la start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? Comme l'a dit M. Alain, c'est une entreprise de la nouvelle économie et qui s'accentue sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons un exemple clair au niveau de l'Institut Paradoxe. Donc les anciens étudiants et enseignants se sont regroupés et ont créé la première start-up que nous avons devant nous, c'est-à-dire que Publi Annonce. Je crois que pour plus de précision, vous pourrez vous rapprocher d'eux et ils pourront vous expliquer comment ils sont connectés sur Internet, comment ils peuvent avoir des informations et les divulguer à travers le monde entier en quelques laps de temps. Donc, Publi Annonce est une start-up qui peut mettre en contact des Congolais ou des Congolais qui ont par exemple quelque chose à vendre en contact avec des Gabonais, des Français, des Américains, pourvu qu'ils soient connectés sur Internet. Donc ça, c'est une première expérience d'une start-up et je crois qu'elle est là. Mais j'aimerais quand même expliquer un principe, comment ça se passe aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, il y a des gens qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire des détenteurs de capitaux. Et je crois que cette culture peut être importante pour nous parce qu'il y a des gens qui détiennent des capitaux, mais il y a des jeunes qui ont des idées. Il faut quand même faire remarquer qu'aux États-Unis, il a été prouvé que ce sont les jeunes qui ont plus d'idées que les vieux. Et que les vieux ont plus d'argent que les jeunes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris qu'il fallait associer les vieux aux jeunes pour créer des start-up. Et l'Amérique continue à s'élever par rapport à cette dynamique-là. Je crois qu'au Congo, il se pose encore un problème de méfiance. Parce qu'on n'a pas confiance aux jeunes et les vieux qui détiennent des capitaux pensent que est-ce que je peux confier 2 millions à un jeune, je crois que c'est un problème quand même. Mais nous avons démarré. La maison Paradoxe, c'est ce qu'on appelle le business angel et Publi Annonce. Et Publi Annonce, c'est la start-up qui a mené son idée et la maison Paradoxe a soutenu cette idée. Donc je crois que en gros, voilà ce que je tenais à présenter au Centre culturel français. C'est notre start-up. Et il y a une autre encore qui est en formation, c'est toujours les anciens étudiants de l'Institut. C'est le Net2Phone. Et il y a encore une autre qui va paraître bientôt, c'est le e-job. Donc un exemple d'auto-emploi ou disons de création d'entreprise après une formation. Vous avez là un exemple qu'aujourd'hui, il s'agit bien de se former, mais il y a aussi des possibilités de créer une entreprise. Et pour cela, vous avez Espace Créateur qui est une structure d'appui à la création et au développement de l'entreprise. Vous avez suivi une formation, vous avez un métier, mais vous ne voulez pas concourir à un emploi. Et vous voulez devenir un patron. Vous avez la possibilité de le faire en suivant des conseils, parce que l'environnement à la création d'entreprise est un environnement difficile. C'est un parcours très dur et il faut connaître les mécanismes. Et ces mécanismes, ces informations, vous pouvez les obtenir au niveau du centre de formalités des entreprises qui concourt à vous enregistrer, à vous immatriculer. Et Espace Créateur est en amont pour vous conseiller avant de créer. Ça, c'est un exemple que M. Samba a situé. Comment créer une start-up dans les NTIC, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc le débat est lancé, tout le monde a situé en quelque sorte les secteurs pourvoyeurs d'emploi ou d'auto-emploi. Vous les jeunes, vous avez écouté assez largement ce qui a été dit. Maintenant, nous allons vous donner la parole, à moins que le commissaire général ait quelque chose à ajouter par rapport à ça. Donc, à ce moment-là, nous aurons lancé le débat, ainsi de suite. Et d'abord, remercier les intervenants conférenciers qui sont ici, en fait, les animateurs de l'Agora qui sont là. Nous allons donc demander et libérer le DG des conseils des chargeurs, également tous les autres, sauf les métiers de la pharmacie et Agri-Congo,
Agri-Congo et l'OCI qui vont rester sur le plateau. Hein, qui vont rester momentanément sur le plateau. Et on fait comme une pause. Pendant cette pause, j'appellerai ceux qui se sont fait inscrire pour l'atelier Conseil des chargeurs. J'ai ici quelques noms et je vais essayer de les appeler pour qu'ils puissent prendre place déjà dans la salle. Hein, mais entre-temps, voilà. Bon, il y en a beaucoup qui sont inscrits pour autre chose aussi, hein, qui ne s'inquiètent pas pour d'autres ateliers. C'est un élément important pour mieux cadrer le discours que nous avons donné de l'information sur la banque de l'Europe. Donc, il s'agit pas de donner sa carte d'identité, de donner quelques indications sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on a fait. C'est très important. Nous allons partir de la gauche vers la droite. Merci. Je suis ancien métier de la capitale congolaise. Je suis de formation en juriste. J'ai fait droit à MV avec pour option droit commercial et droit fiscal. Je suis mademoiselle Sarou Laetitia. Je suis aussi juriste de formation, droit privé, et option commerce international, droit de transport. Je suis Kimoutou Mansangaka, j'ai un niveau de deuxième année en sociologie à l'université Marion-Guadeloupe. Bon, après j'ai fait informatique. Je suis formé en retour, je suis donné dans mes chroniques, je suis après mon stage de logistique par la Je suis en Belgique, spécialiste en sécurité.
Monsieur Aimé à ma droite, vous avez M. Hippolyte Patalissa, qui est secrétaire général du Conseil congolais chanteur. Et moi, je me suis connecté tout à l'heure, M. Mesa, Gatina, secrétaire général du Conseil congolais chanteur. Je pense qu'il est important justement de faire connaissance de cette manière, parce que ça nous permet d'abord de mesurer l'intérêt des uns et des autres sur le secteur dans lequel nous nous évoluons et puis dans lequel vous êtes appelés vraiment à évoluer. Le secteur, nous allons pas parler du secteur maritime, nous allons parler du secteur des transports, le secteur paramaritime. Donc en fait, il s'agit des activités ou des professions qui viennent en amont ou en aval selon qu'on se place dans le cas d'une exportation ou dans le cas d'une importation. Parce que quand on parle d'échange, il y a un point de départ et un point de destination. Ça, c'est pour imaginer. Bon, pour rester dans le cadre de notre MAPS, nous n'allons pas ici parler des professions marines marchandes comme telles. Intervention sur les activités dites sédentaires.